Chapitre 33. Bandit romain. Le lendemain, Franz se réveilla le premier, et aussitôt réveillé, sonna. Le tintement de la clochette vibrait encore, lorsque maître Pastrini entra en personne. « Eh bien !» dit l'hôte triomphant, et sans même attendre que Franz l'interrogeât. « Je m'en doutais bien hier, Excellence, quand je ne voulais rien vous promettre. Vous vous y êtes pris trop tard, et il n'y a plus une seule calèche à Rome, pour les 3 derniers jours, s'entend. »« Oui, reprit Franz, c'est-à-dire pour ceux où elle est absolument nécessaire. »« Qu'y a-t-il » demanda Albert en entrant. « Pas de calèche ?»« Justement, mon cher ami, répondit Franz, et vous avez deviné du premier coup. »« Eh bien, voilà une jolie ville que votre ville éternelle. »« C'est-à-dire, Excellence, reprit maître Pastrini, qui désirait maintenir la capitale du monde chrétien dans une certaine dignité à l'égard de ses voyageurs. « C'est-à-dire qu'il n'y a plus de calèche à partir de dimanche matin jusqu'à mardi soir, mais d'ici là, vous en trouverez 50 si vous voulez. »« Ah, c'est déjà quelque chose, dit Albert. Nous sommes aujourd'hui jeudi, et qui sait, d'ici dimanche, ce qui peut arriver. »« Il arrivera 10 à 12 000 voyageurs, répondit Franz, lesquels rendront la difficulté plus grande encore. »« Mon ami, dit Morcerf, jouissons du présent et n'assombrissons pas l'avenir. »« Au moins, demanda Franz, nous pourrons avoir une fenêtre ? » ?»« Sur quoi ? Sur la rue du cours, parbleu. »« Ah bien oui, une fenêtre !» s'exclama maître Pastrini. « Impossible de toute impossibilité. Il en restait une au 5e étage du palais Doria, et elle a été louée à un prince russe pour 20 sequins par jour. » Les deux jeunes gens se regardèrent d'un air stupéfait. « Eh bien, mon cher, dit Franz à Albert, savez-vous ce qu'il y a de mieux à faire ? C'est de nous en aller passer le carnaval à Venise. Au moins là, si nous ne trouvons pas de voiture, nous trouverons des gondoles. »« Ah, ma foi non, s'écria Albert. J'ai décidé que je verrai le carnaval à Rome, et je l'y verrai, fût-ce sur des échasses. »« Tiens, s'écria Franz, c'est une idée triomphante, surtout pour éteindre les moccoletti. Nous nous déguiserons en polichinelles vampires, ou en habitants des Landes, et nous aurons un succès fou. »« Leurs excellences désirent-elles toujours une voiture jusqu'à dimanche ? » ?»« Parbleu, dit Albert. Est-ce que vous croyez que nous allons courir les rues de Rome, à pied comme des clercs d'huissier ? » « Je vais m'empresser d'exécuter les ordres de leurs excellences, dit maître Pastrini. Seulement, je les préviens que la voiture leur coûtera 6 piastres par jour. »« Et moi, mon cher monsieur Pastrini, dit Franz, moi qui ne suis pas notre voisin le millionnaire, je vous préviens à mon tour qu'attendu que c'est la 4e fois que je viens à Rome, je sais le prix des calèches, jours ordinaires, dimanche et fête. Nous vous donnerons 12 piastres pour aujourd'hui, demain et après-demain, et vous aurez encore un fort joli bénéfice. »« Cependant, Excellence, dit maître Pastrini, essayant de se rebeller. »« Allez, mon cher hôte, allez, dit Franz, ou je vais moi-même faire mon prix avec votre affettatore, qui est le mien aussi. C'est un vieil ami à moi qui m'a déjà pas mal volé d'argent dans sa vie, et qui, dans l'espérance de m'en voler encore, en passera par un prix moindre que celui que je vous offre. Vous perdrez donc la différence, et ce sera votre faute. »« Oh, ne prenez pas cette peine, Excellence, dit maître Pastrini, avec ce sourire du spéculateur italien qui s'avoue vaincu. Je ferai de mon mieux, et j'espère que vous serez content. »« À merveille. Voilà ce qui s'appelle parler. »« Quand voulez-vous la voiture ? » ?»« Dans 1 heure. » « Dans 1 heure, elle sera à la porte. » 1 heure après, effectivement, la voiture attendait les deux jeunes gens. C'était un modeste fiacre que, vu la solennité de la circonstance, on avait élevé au rang de calèche. Mais, quelque médiocre apparence qu'il eût, les deux jeunes gens se fussent trouvés bien heureux d'avoir un pareil véhicule pour les 3 derniers jours. « Excellence !» cria le Cicérone, en voyant Franz se mettre le nez à la fenêtre. « Faut-il faire approcher le carrosse du palais ?» Si habitué que fut Franz à l'emphase italienne, son premier mouvement fut de regarder autour de lui, mais c'était bien à lui-même que ses paroles s'adressaient. Franz était l'excellence, le carrosse c'était le fiacre, le palais c'était l'hôtel de Londres. Tout le génie laudatif de la nation était dans cette seule phrase. Franz et Albert descendirent. Le carrosse s'approcha du palais. Leurs excellences allongèrent leurs jambes sur les banquettes. Le Cicérone sauta sur le siège de derrière. «
Où leurs excellences veulent-elles qu'on les conduise? Mais à Saint-Pierre d'abord, et au Colisée ensuite, dit Albert, en véritable Parisien. Mais Albert ne savait pas une chose, c'est qu'il faut un jour pour voir Saint-Pierre et un mois pour l'étudier. La journée se passa donc à rien qu'à voir Saint-Pierre. Tout à coup, les deux amis s'aperçurent que le jour baissait. Franz tira sa montre, il était 4h30. On reprit aussitôt le chemin de l'hôtel. À la porte, Franz donna l'ordre au cocher de se tenir prêt à 8h. Il voulait faire voir à Albert le Colisée au clair de lune, comme il lui avait fait voir Saint-Pierre au grand jour. Lorsqu'on fait voir à un ami une ville qu'on a déjà vue, on y met la même coquetterie qu'à montrer une femme dont on a été l'amant. En conséquence, Franz traça au cocher son itinéraire. Il devait sortir par la porte del Popolo, longer la muraille extérieure et rentrer par la porte San Giovanni. Ainsi le Colisée leur apparaissait sans préparation aucune et sans que le Capitole, le Forum, l'arc de Septime Sévère, le temple d'Antonin et Faustine et la Via Sacra eussent servi de degrés placés sur sa route pour le rapetisser. On se mit à table. Maître Pastrini avait promis à ses hôtes un festin excellent. Il leur donna un dîner passable, il n'y avait rien à dire. À la fin du dîner, il entra lui-même. Franz crut d'abord que c'était pour recevoir ses compliments et s'apprêtait à les lui faire, lorsqu'au premier mot, il l'interrompit. « Excellence, dit-il, je suis flatté de votre approbation, mais ce n'était pas pour cela que j'étais monté chez vous. »« Était-ce pour nous dire que vous aviez trouvé une voiture ?» demanda Albert en allumant son cigare. « Encore moins, et même, Excellence, vous ferez bien de n'y plus penser d'en prendre votre parti. À Rome, les choses se peuvent ou ne se peuvent pas. Quand on vous dit qu'elles ne se pouvaient pas, c'est fini. À Paris, c'est bien plus commode. Quand cela ne se peut pas, on paye le double, et l'on a à l'instant même ce que l'on demande. »« J'entends dire cela à tous les Français, dit maître Pastrini un peu piqué, ce qui fait que je ne comprends pas comment ils voyagent. »« Mais aussi, dit Albert, en poussant flegmatiquement sa fumée au plafond et en se renversant balancé sur les deux pieds de derrière de son fauteuil. Ce sont les fous et les niais comme nous qui voyagent. Les gens sensés ne quittent pas leur hôtel de la rue du Helder, le boulevard de Gand et le café de Paris. » Il va sans dire qu'Albert demeurait dans la rue susdite, faisait tous les jours sa promenade fashionable et dînait quotidiennement dans le seul café où l'on dîne, quand toutefois on est en bon terme avec les garçons. Maître Pastrini resta un instant silencieux. Il est évident qu'il méditait la réponse qui sans doute ne lui paraissait pas parfaitement claire. « Mais enfin, dit Franz à son tour, interrompant les réflexions géographiques de son hôte, vous étiez venu dans un but quelconque. Voulez-vous nous exposer l'objet de votre visite? »« Ah, c'est juste, le voici. Vous avez commandé la calèche pour 8h. Parfaitement. Vous avez l'intention de visiter il Colosseo, c'est-à-dire le Colisée? C'est exactement la même chose. Soit. Vous avez dit à votre cocher de sortir par la porte del Popolo, de faire le tour des murs et de rentrer par la porte San Giovanni. Ce sont mes propres paroles. Eh bien, cet itinéraire est impossible. Impossible? Ou du moins fort dangereux. Dangereux. Et pourquoi? À cause du fameux Luigi Vampa. D'abord, mon cher hôte, qu'est-ce que le fameux Luigi Vampa? Demanda Albert. Il peut être très fameux à Rome, mais je vous préviens qu'il est fort ignoré à Paris. Comment? Vous ne le connaissez pas? Je n'ai pas cet honneur. Vous n'avez jamais entendu prononcer son nom? Jamais. Eh bien, c'est un bandit près duquel les De Cesaris et les Gasparone sont des espèces d'enfants de cœur. Attention, Albert, s'écria Franz. Voilà donc enfin un bandit. Je vous préviens, mon cher hôte, que je ne croirai pas un mot de ce que vous allez nous dire. Ce point arrêté entre nous, parlez tant que vous voudrez. Je vous écoute. Il y avait une fois? Eh bien. Allez donc. Maître Pastrini se retourna du côté de Franz, qui lui paraissait le plus raisonnable des deux jeunes gens. Il faut rendre justice au brave homme. Il avait logé bien des Français dans sa vie, mais jamais il n'avait compris certains côtés de leur esprit. « Excellence !» dit-il fort gravement, s'adressant, comme nous l'avons dit, à Franz. « Si vous me regardez comme un menteur, il est inutile que je vous dise ce que je voulais vous dire. Je puis cependant vous affirmer que c'était dans l'intérêt de vos excellences. » Albert ne vous dit pas que vous êtes un menteur, mon cher monsieur Pastrini.
reprit Franz. Il vous dit qu'il ne vous croira pas, voilà tout. Mais moi je vous croirai. Soyez tranquille. Parlez donc. Cependant, Excellence, vous comprenez bien que si l'on met en doute ma véracité... Mon cher, reprit Franz, vous êtes plus susceptible que Cassandre, et qui cependant était prophétesse, et que personne n'écoutait, tandis que vous, au moins, vous êtes sûr de la moitié de votre auditoire. Voyons, asseyez-vous, et dites-nous ce que c'est que M. Vampa. Je vous l'ai dit, Excellence, c'est un bandit, comme nous n'en avons pas encore vu depuis le fameux Mastria. Eh bien, quel rapport a ce bandit avec l'ordre que j'ai donné à mon cocher de sortir par la porte del Popolo et de rentrer par la porte San Giovanni? Il y a, répondit maître Pastrini, que vous pourrez bien sortir par l'une, mais que je doute que vous rentriez par l'autre. Pourquoi cela? Mais parce que la nuit venue, on n'est plus en sûreté à 50 pas des portes. D'honneur? S'écria Albert. Monsieur le vicomte, dit maître Pastrini, toujours blessé jusqu'au fond du cœur du doute émis par Albert sur sa véracité. Ce que je dis n'est pas pour vous, c'est pour votre compagnon de voyage qui connaît Rome, lui, et qui sait qu'on ne badine pas avec ces choses-là. Mon cher, dit Albert, s'adressant à Franz, voici une aventure admirable toute trouvée. Nous bourrons notre calèche de pistolets, de tromblons et de fusils à 2 coups. Luigi Vampa vient pour nous arrêter, nous l'arrêtons. Nous le ramenons à Rome, nous en faisons hommage à sa sainteté, qui nous demande ce qu'elle peut faire pour reconnaître un si grand service. Alors, nous réclamons purement et simplement un carrosse et 2 chevaux de ses écuries, et nous voyons le carnaval en voiture, sans compter que probablement le peuple romain reconnaissant nous couronne au Capitole et nous proclame, comme Curtius et Horatius Cocles, les sauveurs de la patrie. Pendant qu'Albert déduisait cette proposition, maître Pastrini faisait une figure qu'on essaierait vainement de décrire. « Et d'abord, demanda Franz à Albert, où prendrez-vous ces pistolets, ces tromblons, ces fusils à 2 coups dont vous voulez farcir notre voiture ?»« Le fait est que ce ne sera pas mon arsenal, dit-il, car à Terracine, on m'a pris jusqu'à mon couteau poignard. Et à vous ? À moi, on m'en a fait autant, à Aquapendente. »« Ah ça, mon cher hôte, dit Albert en allumant son second cigare, savez-vous que c'est très commode pour les voleurs, cette mesure-là, et qu'elle m'a tout l'air d'avoir été prise de compte à demi avec eux. Sans doute maître Pastrini trouva la plaisanterie compromettante, car il n'y répondit qu'à moitié, et encore en adressant la parole à Franz comme au seul être raisonnable avec lequel il put convenablement s'entendre. « Son Excellence sait que ce n'est pas l'habitude de se défendre quand on est attaqué par des bandits. »« Comment ?» s'écria Albert, dont le courage se révoltait à l'idée de se laisser dévaliser sans rien dire. « Comment ? Ce n'est pas l'habitude. »« Non, car toute défense serait inutile. Que voulez-vous faire contre une douzaine de bandits qui sortent d'un fossé, d'une masure ou d'un aqueduc, et qui vous couchent en joue tous à la fois ?»« Eh, sacrébleu, je veux me faire tuer !» s'écria Albert. L'aubergiste se retourna vers Franz d'un air qui voulait dire « Décidément, Excellence, votre camarade est fou. »« Mon cher Albert, reprit Franz, votre réponse est sublime et vaut le « qu'il mourut » du vieux Corneille. Seulement, quand Horace répondait cela, il s'agissait du salut de Rome, et la chose en valait la peine. Mais quant à nous, remarquez qu'il s'agit simplement d'un caprice à satisfaire, et qu'il serait ridicule pour un caprice de risquer notre vie. « Ah, per Bacco !» s'écria maître Pastrini. « À la bonne heure, voilà ce qui s'appelle parler. » Albert se versa un verre de Lacrima Christi, qu'il but à petits coups en grommelant des paroles inintelligibles. « Eh bien, maître Pastrini, reprit Franz, maintenant que voilà mon compagnon calmé, et que vous avez pu apprécier mes dispositions pacifiques, maintenant voyons, qu'est-ce que le seigneur Luigi Vampa? Est-il berger ou patricien? Est-il jeune ou vieux? Est-il petit ou grand? Dépeignez-nous-le, afin que si nous le rencontrions par hasard dans le monde, nous puissions au moins le reconnaître. Vous ne pouvez pas mieux vous adresser qu'à moi, Excellence, pour avoir des détails exacts, car j'ai connu Luigi Vampa tout enfant, et un jour que j'étais tombé moi-même dans ses mains en allant de Ferrantino à Alatri, il se souvint, heureusement pour moi, de notre ancienne connaissance. Il me laissa aller, non seulement sans me faire payer de rançon,
mais encore après m'avoir fait cadeau d'une fort belle montre et m'avoir raconté son histoire. Voyons la montre, dit Albert. Maître Pastrini tira de son gousset une magnifique breguet, portant le nom de son auteur, le timbre de Paris et une couronne de comte. Voilà, dit-il. Peste, fit Albert. Je vous en fais mon compliment. J'ai l'appareil à peu près. Il tira sa montre de la poche de son gilet, et elle m'a coûté 3000 francs. Voyons l'histoire, dit Franz à son tour, en tirant un fauteuil et en faisant signe à maître Pastrini de s'asseoir. Leurs excellences permettent dit l'hôte. Parbleu, dit Albert. Vous n'êtes pas un prédicateur, mon cher, pour parler debout. L'hôtelier s'assit après avoir fait à chacun de ses futurs auditeurs un salut respectueux, lequel avait pour but d'indiquer qu'il était prêt à leur donner, sur Luigi Vampa, les renseignements qu'ils demandaient. Ah ça, fit Franz, arrêtant maître Pastrini au moment où il ouvrait la bouche. Vous dites que vous avez connu Luigi Vampa tout enfant. C'est donc encore un jeune homme. Comment un jeune homme? Je crois bien. Il a 22 ans à peine. Oh, c'est un gaillard qui ira loin, soyez tranquille. Que dites-vous de cela, Albert? C'est beau, à 22 ans, de s'être déjà fait une réputation, dit Franz. Oui, certes, et à son âge, Alexandre, César et Napoléon, qui depuis ont fait un certain bruit dans le monde, n'étaient pas si avancés que lui. Ainsi, reprit Franz, s'adressant à son hôte, le héros dont nous allons entendre l'histoire n'a que 22 ans. À peine, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire. Est-il grand ou petit? De taille moyenne, à peu près comme son Excellence, dit l'hôte en montrant Albert. Merci de la comparaison, dit celui-ci en s'inclinant. Allez toujours, maître Pastrini, reprit Franz, souriant de la susceptibilité de son ami. Et à quelle classe de la société appartenait-il? C'était un simple petit pâtre attaché à la ferme du comte de San Felice, situé entre Palestrina et le lac de Gabri. Il était né à Pampinara et était entré à l'âge de 5 ans au service du comte. Son père, berger lui-même à Agnani, avait un petit troupeau à lui et vivait de la laine de ses moutons et de la récolte faite avec le lait de ses brebis qu'il venait vendre à Rome. Tout petit, le petit Vampa avait un caractère étrange. Un jour, à l'âge de 7 ans, il était venu trouver le curé de Palestrina et l'avait prié de lui apprendre à lire. C'était chose difficile, car le jeune pâtre ne pouvait pas quitter son troupeau. Mais le bon curé allait tous les jours dire la messe à un pauvre petit bourg trop peu considérable pour payer un prêtre, et qui, n'ayant pas même de nom, était connu sous celui d'El Borgo. Il offrait à Luigi de se trouver sur son chemin à l'heure de son retour, et de lui donner ainsi sa leçon, le prévenant que cette leçon serait courte et qu'il eût par conséquent à en profiter. L'enfant accepta avec joie. Tous les jours, Luigi menait paître son troupeau sur la route de Palestrina au Borgo. Tous les jours, à 9 heures du matin, le curé passait. Le prêtre et l'enfant s'asseyaient sur le revers d'un fossé, et le petit pâtre prenait sa leçon dans le bréviaire du curé. Au bout de 3 mois, il savait lire. Ce n'était pas tout. Il lui fallait maintenant apprendre à écrire. Le prêtre fit faire par un professeur d'écriture de Rome 3 alphabets, un en gros, un en moyen et un fin, et il lui montra qu'en suivant cet alphabet sur une ardoise, il pouvait, à l'aide d'une pointe de fer, apprendre à écrire. Le même soir, lorsque le troupeau fut rentré à la ferme, le petit Vampa courut chez le serrurier de Palestrina, prit un gros clou, le forgea, le martela, l'arrondit, et en fit une espèce de stylet antique. Le lendemain, il avait réuni une provision d'ardoises et se mettait à l'œuvre. Au bout de 3 mois, il savait écrire. Le curé, étonné de cette profonde intelligence, et touché de cette aptitude, lui fit cadeau de plusieurs cahiers de papier, d'un paquet de plumes et d'un canif. Ce fut une nouvelle étude à faire, mais étude qui n'était rien auprès de la première. 8 jours après, il maniait la plume comme il maniait le stylet. Le curé raconta cette anecdote au comte de San Felice, et qui voulut voir le petit pâtre, le fit lire et écrire devant lui, ordonna à son intendant de le faire manger avec les domestiques, et lui donna 2 piastres par mois. Avec cet argent, Luigi acheta des livres et des crayons. En effet, il avait appliqué à tous les objets cette facilité d'imitation qu'il avait, et, comme Giotto, enfant, il dessinait sur ses ardoises ses brebis, les arbres, les maisons. Et puis,
Avec la pointe de son canif, il commença à tailler le bois et à lui donner toutes sortes de formes. C'est ainsi que Pinelli, le sculpteur populaire, avait commencé. Une petite fille de 6 ou 7 ans, c'est-à-dire un peu plus jeune que Vampa, gardait de son côté les brebis dans une ferme voisine de Palestrina. Elle était orpheline, née à Valmontone, et s'appelait Teresa. Les deux enfants se rencontraient, s'asseyaient l'un près de l'autre, laissaient leurs troupeaux se mêler et paître ensemble, causaient, riaient et jouaient. Puis le soir, on démêlait les moutons du comte de San Felice et ceux du baron de Cervetri, et les enfants se quittaient pour revenir à leurs fermes respectives en se promettant de se retrouver le lendemain matin. Le lendemain, ils tenaient parole et grandissaient ainsi côte à côte. Vampa atteignit 12 ans et la petite Teresa 11. Cependant, leurs instincts naturels se développaient. À côté du goût des arts que Luigi avait poussé aussi loin qu'il pouvait faire dans l'isolement, il était triste par boutade, ardent par secousse, colère par caprice, railleur toujours. Aucun des jeunes garçons de Pampinara, de Palestrina ou de Valmontone n'avait pu non seulement prendre aucune influence sur lui, mais encore devenir son compagnon. Son tempérament volontaire, toujours disposé à exiger sans jamais vouloir se plier à aucune concession, écartait de lui tout mouvement amical, toute démonstration sympathique. Teresa, seule commandait d'un mot, d'un regard, d'un geste, à ce caractère entier qui pliait sous la main d'une femme et qui, sous celle de quelque homme que ce fût, se serait raidi jusqu'à rompre. Teresa était, au contraire, vive, alerte et gaie, mais coquette à l'excès. Les 2 piastres que donnait à Luigi l'intendant du comte de San Felice, le prix de tous les petits ouvrages sculptés qu'il vendait aux marchands de joujoux, de Rome, passaient en boucles d'oreilles, de perles, en colliers de verre, en aiguilles d'or. Aussi, grâce à cette prodigalité de son jeune ami, Teresa était-elle la plus belle et la plus élégante paysanne des environs de Rome. Les 2 enfants continuèrent à grandir, passant toute leur journée ensemble et se livrant sans combat aux instincts de leur nature primitive. Aussi, dans leurs conversations, dans leurs souhaits, dans leurs rêves, Vampa se voyait toujours capitaine de vaisseau, général d'armée ou gouverneur d'une province. Teresa se voyait riche, vêtue des plus belles robes et suivie de domestiques en livrée. Puis, quand ils avaient passé toute la journée à broder leur avenir de ces folles et brillantes arabesques, ils se séparaient pour ramener chacun leur mouton dans leur étable et redescendre de la hauteur de leurs songes à l'humilité de leur position réelle. Un jour, le jeune berger dit à l'intendant du comte qu'il avait vu un loup sortir des montagnes de la Sabine et rôder autour de son troupeau. L'intendant lui donna un fusil. C'est ce que voulait Vampa. Ce fusil se trouva par hasard être un excellent canon de Brescia, portant la balle comme une carabine anglaise. Seulement, un jour, le comte, en assommant un renard blessé, en avait cassé la crosse, et l'on avait jeté le fusil au rebut. Cela n'était pas une difficulté pour un sculpteur comme Vampa. Il examina la couche primitive, calcula ce qu'il fallait y changer pour la mettre à son coup d'œil, et fit une autre crosse chargée d'ornements si merveilleuse que, s'il eût voulu aller vendre à la ville le bois seul, il en eût certainement tiré 15 ou 20 piastres. Mais il n'avait garde d'agir ainsi. Un fusil avait longtemps été le rêve du jeune homme. Dans tous les pays où l'indépendance est substituée à la liberté, le premier besoin qu'éprouve tout cœur fort, toute organisation puissante, est celui d'une arme qui assure en même temps l'attaque et la défense, et qui, faisant celui qui la porte terrible, le fait souvent redouter. À partir de ce moment, Vampa donna tous les instants qui lui restèrent à l'exercice du fusil. Il acheta de la poudre et des balles, et tout lui devint un but. Le tronc de l'olivier triste, chétif et gris, qui pousse au versant des montagnes de la Sabine, le renard qui le soir sortait de son terrier pour commencer sa chasse nocturne, et l'aigle qui planait dans l'air. Bientôt, il devint si adroit que Teresa surmonta la crainte qu'elle avait éprouvée d'abord en entendant la détonation, et s'amusa à voir son jeune compagnon placer la balle de son fusil où il voulait la mettre, avec autant de justesse que s'il l'eût poussée avec la main. Un soir, un loup sortit effectivement d'un bois de sapin près duquel les 2 jeunes gens avaient l'habitude de demeurer. Le loup n'avait pas fait 10 pas en plaine qu'il était mort. Vampa, tout fier de ce beau coup, le chargea sur ses épaules et le rapporta à la ferme.
Tous ces détails donnaient à Luigi une certaine réputation aux alentours de la ferme. L'homme supérieur, partout où il se trouve, se crée une clientèle d'admirateurs. On parlait, dans les environs de ce jeune pâtre, comme du plus adroit, du plus fort et du plus brave contadino qui fût à 10 lieues à la ronde. Et quoique de son côté Teresa, dans un cercle plus étendu encore, passât pour une des plus jolies filles de la Sabine, personne ne s'avisait de lui dire un mot d'amour, car on la savait aimée par Vampa. Et cependant, les deux jeunes gens ne s'étaient jamais dit qu'ils s'aimaient. Ils avaient poussé l'un à côté de l'autre, comme deux arbres qui mêlent leurs racines sous le sol, leurs branches dans les airs, leurs parfums dans le ciel. Seulement, leur désir de se voir était le même. Ce désir était devenu un besoin, et ils comprenaient plutôt la mort qu'une séparation d'un seul jour. Teresa avait 16 ans, et Vampa 17. Vers ce temps, on commença de parler beaucoup d'une bande de brigands qui s'organisait dans les monts Lepini. Le brigandage n'a jamais été sérieusement extirpé dans le voisinage de Rome. Il manque de chefs parfois, mais quand un chef se présente, il est rare qu'il lui manque une bande. Le célèbre Cucumetto, traqué dans les Abruzzes, chassé du royaume de Naples, où il avait soutenu une véritable guerre, avait traversé le Garigliano comme Manfred, et était venu entre Sonnino et Giuperno, se réfugier sur les bords de la Masine. C'était lui qui s'occupait à réorganiser une troupe et qui marchait sur les traces de De Serraris et de Gasparone, qu'il espérait bientôt surpasser. Plusieurs jeunes gens de Palestrina, de Frascati et de Pampinara disparurent. On s'inquiéta d'eux d'abord, puis bientôt on sut qu'ils étaient allés rejoindre la bande de Cucumetto. Au bout de quelque temps, Cucumetto devint l'objet de l'attention générale. On citait de ce chef de bandits des traits d'audace extraordinaires et de brutalité révoltante. Un jour, il enleva une jeune fille. C'était la fille de l'arpenteur de Frosinone. Les lois des bandits sont positives. Une jeune fille est à celui qui l'enlève d'abord, puis les autres la tirent au sort, et la malheureuse sert au plaisir de toute la troupe jusqu'à ce que les bandits l'abandonnent ou qu'elle meure. Lorsque les parents sont assez riches pour la racheter, on envoie un message qui traite de la rançon. La tête de la prisonnière répond de la sécurité de l'émissaire. Si la rançon est refusée, la prisonnière est condamnée irrévocablement. La jeune fille avait son amant dans la troupe de Cucumetto. Il s'appelait Carlini. En reconnaissant le jeune homme, elle tendit les bras vers lui et se crut sauvée. Mais le pauvre Carlini, en la reconnaissant, lui, sentit son cœur se briser, car il se doutait bien du sort qui attendait sa maîtresse. Cependant, comme il était le favori de Cucumetto, comme il avait partagé ses dangers depuis 3 ans, comme il lui avait sauvé la vie en abattant d'un coup de pistolet un carabinier qui avait déjà le sabre élevé sur sa tête, il espérait que Cucumetto aurait quelque pitié de lui. Il prit donc le chef à part, tandis que la jeune fille, assise contre le tronc d'un grand pin qui s'élevait au milieu d'une clairière de la forêt, s'était fait un voile de la coiffure pittoresque des paysannes romaines et cachait son visage au regard luxurieux des bandits. Là, il lui raconta tout, ses amours avec la prisonnière, leurs serments de fidélité, et comment chaque nuit, depuis qu'ils étaient dans les environs, ils se donnaient rendez-vous dans une ruine. Ce soir-là, justement, Cucumetto avait envoyé Carlini dans un village voisin. Il n'avait pu se trouver au rendez-vous. Mais Cucumetto s'y était trouvé par hasard, disait-il, et c'est alors qu'il avait enlevé la jeune fille. Carlini supplia son chef de faire une exception en sa faveur et de respecter Rita, lui disant que le père était riche et qu'il paierait une bonne rançon. Cucumetto parut se rendre aux prières de son ami et le chargea de trouver un berger qu'on pût envoyer chez le père de Rita à Frosinone. Alors, Carlini s'approcha tout joyeux de la jeune fille, lui dit qu'elle était sauvée et l'invita à écrire à son père une lettre dans laquelle elle raconterait ce qui lui était arrivé et lui annoncerait que sa rançon était fixée à 300 piastres. On donnait pour tout délai au père 12 heures, c'est-à-dire jusqu'au lendemain 9 heures du matin. La lettre écrite, Carlini s'en empara aussitôt et courut dans la plaine pour chercher un messager. Il trouva un jeune pâtre qui parquait son troupeau. Les messagers naturels des bandits sont les bergers, qui vivent entre la ville et la montagne, entre la vie sauvage et la vie civilisée. Le jeune berger partit aussitôt, promettant d'être avant 1 heure à Frosinone. Carlini revint tout joyeux,
pour rejoindre sa maîtresse et lui annoncer cette bonne nouvelle. Il trouva la troupe dans la clairière où elle soupait joyeusement des provisions que les bandits levaient sur les paysans comme un tribut seulement. Au milieu de ces gais convives, il chercha vainement Cucumetto et Rita. Il demanda où ils étaient. Les bandits répondirent par un grand éclat de rire. Une sueur froide coula sur le front de Carlini et il sentit l'angoisse qui le prenait aux cheveux. Il renouvela sa question. Un des convives remplit un verre de vin d'Orvietto et lui tendit en disant « À la santé du brave Cucumetto et de la belle Rita !» En ce moment, Carlini crut entendre un cri de femme. Il devina tout. Il prit le verre, le brisa sur la face de celui qui le lui présentait et s'élança dans la direction du cri. Au bout de 100 pas, au détour d'un buisson, il trouva Rita évanouie entre les bras de Cucumetto. En apercevant Carlini, Cucumetto se releva, tenant un pistolet de chaque main. Les deux bandits se regardèrent un instant, l'un le sourire de la luxure sur les lèvres, l'autre la pâleur de la mort sur le front. On eût cru qu'il allait se passer entre ces deux hommes quelque chose de terrible. Mais peu à peu, les traits de Carlini se détendirent. Sa main, qu'il avait portée à un des pistolets de sa ceinture, retomba près de lui, pendante à son côté. Rita était couchée entre eux deux. La lune éclairait cette scène. « Eh bien, lui dit Cucumetto, as-tu fait la commission dont tu t'étais chargé ?»« Oui, capitaine, répondit Carlini. Et demain, avant 9 heures, le père de Rita sera ici avec l'argent. »« À merveille. En attendant, nous allons passer une joyeuse nuit. Cette jeune fille est charmante et tu as, en vérité, bon coup, maître Carlini. Aussi, comme je ne suis pas égoïste, nous allons retourner auprès des camarades et tirer au sort à qui elle appartiendra maintenant. »« Ainsi vous êtes décidé à l'abandonner à la loi commune ?» demanda Carlini. « Et pourquoi ferait-on exception en sa faveur ? J'avais cru qu'à ma prière. »« Et qu'es-tu de plus que les autres ? » ?»« C'est juste. Mais sois tranquille, reprit Cucumetto en riant. Un peu plus tôt, un peu plus tard, ton tour viendra. Les dents de Carlini se serraient à se briser. Allons, dit Cucumetto, en faisant un pas vers les convives. Viens-tu ? Je vous suis. Cucumetto s'éloigna sans perdre de vue Carlini, car sans doute il craignait qu'il ne le frappât par derrière, mais rien dans le bandit ne dénonçait une intention hostile. Il était debout, les bras croisés, près de Rita, toujours évanoui. Un instant, l'idée de Cucumetto fut que le jeune homme allait la prendre dans ses bras et fuir avec elle. Mais peu lui importait maintenant. Il avait eu de Rita ce qu'il voulait. Et quant à l'argent, 300 piastres répartis à la troupe faisaient une si pauvre somme qu'il s'en souciait médiocrement. Il continua donc sa route vers la clairière, mais à son grand étonnement, Carlini y arriva presque aussitôt que lui. « Le tirage au sort! Le tirage au sort !» crièrent tous les bandits en apercevant le chef. Et les yeux de tous ces hommes brillèrent d'ivresse et de lascivité, tandis que la flamme du foyer jetait sur toute leur personne une lueur rougeâtre qui les faisait ressembler à des démons. Ce qu'ils demandaient était juste. Aussi, le chef fit-il de la tête un signe annonçant qu'il acquiesçait à leur demande. On mit tous les noms dans un chapeau, celui de Carlini comme ceux des autres, et le plus jeune de la bande tira de l'urne improvisée un bulletin. Ce bulletin portait le nom de Diavolaccio. C'était celui-là même qui avait proposé à Carlini la santé du chef et à qui Carlini avait répondu en lui brisant le verre sur la figure. Une large blessure ouverte de la tempe à la bouche laissait couler le sang à flots. Diavolaccio, se voyant ainsi favorisé de la fortune, poussa un éclat de rire. « Capitaine, dit-il, tout à l'heure Carlini n'a pas voulu boire à votre santé. Proposez-lui de boire à la mienne. Il aura peut-être plus de condescendance pour vous que pour moi. » Chacun s'attendait à une explosion de la part de Carlini, mais au grand étonnement de tous, il prit un verre d'une main, un fiasco de l'autre, puis, remplissant le verre, « À ta santé, Diavolaccio », dit-il d'une voix parfaitement calme, et il avala le contenu du verre sans que sa main tremblât. Puis, s'asseyant près du feu, « Ma part de souper, dit-il, la course que je viens de faire m'a donné de l'appétit. »« Vive Carlini !» s'écrièrent les brigands. « À la bonne heure. Voilà ce qui s'appelle prendre la chose en bon compagnon. » Et tous reformèrent le cercle autour du foyer, tandis que Diavolaccio s'éloignait. Carlini mangeait et buvait comme si rien ne s'était passé. Les bandits le regardaient avec étonnement, ne comprenant rien à cette impassibilité
lorsqu'ils entendirent derrière eux retentir sur le sol un pas alourdi. Ils se retournèrent et aperçurent Diavolaccio tenant la jeune fille entre ses bras. Elle avait la tête renversée et ses longs cheveux pendaient jusqu'à terre. À mesure qu'ils entraient dans le cercle de la lumière, projeté par le foyer, on s'apercevait de la pâleur de la jeune fille et de la pâleur du bandit. Cette apparition avait quelque chose de si étrange et de si solennel que chacun se leva, excepté Carlini, qui resta assis et continua de boire et de manger comme si rien ne se passait autour de lui. Diavolaccio continuait de s'avancer au milieu du plus profond silence et déposa Rita aux pieds du capitaine. Alors, tout le monde put reconnaître la cause de cette pâleur de la jeune fille et de cette pâleur du bandit. Rita avait un couteau enfoncé jusqu'au manche, au-dessous de la mamelle gauche. Tous les yeux se portèrent sur Carlini. La gaine était vide à sa ceinture. « Ah !» dit le chef. « Je comprends maintenant pourquoi Carlini était resté en arrière. » Toute nature sauvage est apte à apprécier une action forte, quoique peut-être aucun des bandits n'eût fait ce que venait de faire Carlini, et tous comprirent ce qu'il avait fait. « Eh bien, » dit Carlini en se levant à son tour et en s'approchant du cadavre, la main sur la crosse d'un de ses pistolets. « Y a-t-il encore quelqu'un qui me dispute cette femme ?»« Non, dit le chef, elle est à toi. » Alors Carlini la prit à son tour dans ses bras et l'emporta hors du cercle de lumière que projetait la flamme du foyer. Cucumetto disposa les sentinelles comme d'habitude, et les bandits se couchèrent enveloppés dans leurs manteaux autour du foyer. À minuit, la sentinelle donna l'éveil, et en un instant, le chef et ses compagnons furent sur pied. C'était le père de Rita, qui arrivait lui-même portant la rançon de sa fille. « Tiens, dit-il à Cucumetto, en lui tendant un sac d'argent. Voici 300 pistoles. Rends-moi mon enfant. » Mais le chef, sans prendre l'argent, lui fit signe de le suivre. Le vieillard obéit. Tous deux s'éloignèrent sous les arbres, à travers les branches desquels filtraient les rayons de la lune. Enfin, Cucumetto s'arrêta, étendant la main et montrant au vieillard 2 personnes groupées au pied d'un arbre. « Tiens, lui dit-il, demande ta fille Carlini, c'est lui qui t'en rendra compte. » Et il s'en retourna vers ses compagnons. Le vieillard resta immobile et les yeux fixés. Il sentait que quelque malheur inconnu, immense, inouï, planait sur sa tête. Enfin, il fit quelques pas vers le groupe informe dont il ne pouvait se rendre compte. Au bruit qu'il faisait en s'avançant vers lui, Carlini releva la tête, et les formes des 2 personnages commencèrent à apparaître plus distinctes aux yeux du vieillard. Une femme était couchée à terre, la tête posée sur les genoux d'un homme assis, et qui se tenait penché vers elle. C'était en se relevant que cet homme avait découvert le visage de la femme qu'il tenait serré contre sa poitrine. Le vieillard reconnut sa fille, et Carlini reconnut le vieillard. « Je t'attendais, » dit le bandit au père de Rita. « Misérable » dit le vieillard. « Qu'as-tu fait » Et il regardait avec terreur Rita, pâle, immobile, ensanglantée, avec un couteau dans la poitrine. Un rayon de la lune frappait sur elle et l'éclairait de sa lueur blafarde. « Cucumetto avait violé ta fille, » dit le bandit, « et comme je l'aimais, je l'ai tuée, car après lui, elle allait servir de jouet à toute la bande. » Le vieillard ne prononça point une parole, seulement il devint pâle comme un spectre. « Maintenant, » dit Carlini, « si j'ai eu tort, venge-la. » Et il arracha le couteau du sein de la jeune fille, et, se levant, il alla l'offrir d'une main au vieillard, tandis que de l'autre, il écartait sa veste et lui présentait sa poitrine nue. « Tu as bien fait, » lui dit le vieillard d'une voix sourde. « Embrasse-moi, mon fils. » Carlini se jeta en sanglotant dans les bras du père de sa maîtresse. C'étaient les premières larmes qu'il versait, cet homme de sang. « Maintenant, » dit le vieillard à Carlini, « aide-moi à enterrer ma fille. » Carlini alla chercher 2 pioches, et le père et l'amant se mirent à creuser la terre au pied d'un chêne dont les branches touffues devaient recouvrir la tombe de la jeune fille. Quand la tombe fut creusée, le père l'embrassa le premier, l'amant ensuite, puis, l'un la prenant par les pieds, l'autre par-dessous les épaules, ils la descendirent dans la fosse. Puis ils s'agenouillèrent des 2 côtés et dirent les prières des morts. Puis, lorsqu'ils eurent fini, ils repoussèrent la terre sur le cadavre jusqu'à ce que la fosse fût comblée. Alors, lui tendant la main, « Je te remercie, mon fils, » dit le vieillard à Carlini. « Maintenant,
Laisse-moi seul. Mais cependant, laisse-moi, je te l'ordonne. Carlini obéit, alla rejoindre ses camarades, s'enveloppa dans son manteau, et bientôt parut aussi profondément endormi que les autres. Il avait été décidé la veille que l'on changerait de campement. 1 heure avant le jour, Cucumetto éveilla ses hommes, et l'ordre fut donné de partir. Mais Carlini ne voulut pas quitter la forêt sans savoir ce qu'était devenu le père de Rita. Il se dirigea vers l'endroit où il l'avait laissé. Il trouva le vieillard pendu à une des branches du chêne qui ombrageait la tombe de sa fille. Il fit alors sur le cadavre de l'un et sur la fosse de l'autre le serment de les venger tous deux. Mais il ne put tenir ce serment, car 2 jours après, dans une rencontre avec les carabiniers romains, Carlini fut tué. Seulement, on s'étonna que, faisant face à l'ennemi, il eût reçu une balle entre les 2 épaules. L'étonnement cessa quand un des bandits eut fait remarquer à ses camarades que Cucumetto était placé 10 pas en arrière de Carlini, lorsque Carlini était tombé. Le matin du départ de la forêt de Frosinone, il avait suivi Carlini dans l'obscurité, avait entendu le serment qu'il avait fait, et en homme de précaution, il avait pris l'avance. On racontait encore sur ce terrible chef de bande 10 autres histoires non moins curieuses que celle-ci. Ainsi, de Fondi à Pérouse, tout le monde tremblait au seul nom de Cucumetto. Ces histoires avaient souvent été l'objet des conversations de Luigi et de Teresa. La jeune fille tremblait fort à tous ces récits, mais Vampa la rassurait avec un sourire, frappant son bon fusil qui portait si bien la balle. Et puis, si elle n'était pas rassurée, il lui montrait à 100 pas quelques corbeaux perchés sur une branche morte, le mettait en joue, lâchait la détente, et l'animal frappé tombait au pied de l'arbre. Néanmoins, le temps s'écoulait. Les 2 jeunes gens avaient arrêté qu'ils se marieraient lorsqu'ils auraient Vampa 20 ans et Teresa 19. Ils étaient orphelins tous deux. Ils n'avaient de permission à demander qu'à leur maître. Ils l'avaient demandé et obtenu. Un jour qu'ils causaient de leurs projets d'avenir, ils entendirent 2 ou 3 coups de feu. Puis tout à coup, un homme sortit du bois, près duquel les 2 jeunes gens avaient l'habitude de faire paître leurs troupeaux, et accourut vers eux. Arrivé à la portée de la voix, « Je suis poursuivi !» leur cria-t-il. « Pouvez-vous me cacher ?» Les 2 jeunes gens reconnurent bien que ce fugitif devait être quelque bandit, mais il y a entre le paysan et le bandit romain une sympathie innée qui fait que le premier est toujours prêt à rendre service au second. Vampa, sans rien dire, courut donc à la pierre qui bouchait l'entrée de leur grotte, démasqua cette entrée en tirant la pierre à lui, fit signe au fugitif de se réfugier dans cet asile inconnu de tous, repoussa la pierre sur lui et revint s'asseoir près de Teresa. Presque aussitôt, 4 carabiniers à cheval apparurent à la lisière du bois. 3 paraissaient être à la recherche du fugitif, le 4e traînait par le cou un bandit prisonnier. Les 3 carabiniers explorèrent le pays d'un coup d'œil, aperçurent les 2 jeunes gens, accoururent à eux au galop et les interrogèrent. Ils n'avaient rien vu. « C'est fâcheux, » dit le brigadier, « car celui que nous cherchons, c'est le chef. »« Cucumetto » ne purent s'empêcher de s'écrier ensemble Luigi et Teresa. « Oui, » répondit le brigadier, « et comme sa tête est mise à prix à 1000 écus romains, il y en aurait eu 500 pour vous, si vous nous aviez aidés à le prendre. » Les 2 jeunes gens échangèrent un regard. Le brigadier eut un instant d'espérance. 500 écus romains font 3000 francs, et 3000 francs sont une fortune pour 2 pauvres orphelins qui vont se marier. « Oui, c'est fâcheux, » dit Vampa, « mais nous ne l'avons pas vu. » Alors, les carabiniers battirent le pays dans des directions différentes, mais inutilement. Puis, successivement, ils disparurent. Alors Vampa alla tirer la pierre et Cucumetto sortit. Il avait vu à travers les jours de la porte de granit les 2 jeunes gens causer avec les carabiniers. Il s'était douté du sujet de leur conversation. Il avait lu sur le visage de Luigi et de Teresa l'inébranlable résolution de ne point le livrer, et tira de sa poche une bourse pleine d'or et la leur offrit. Mais Vampa releva la tête avec fierté. Quant à Teresa, ses yeux brillèrent en pensant à tout ce qu'elle pourrait acheter de riches bijoux et de beaux habits avec cette bourse pleine d'or. Cucumetto était un Satan fort habile. Il avait pris la forme d'un bandit au lieu de celle d'un serpent. Il surprit ce regard, reconnut dans Teresa une digne fille d'Ève, et rentra dans la forêt en se retournant plusieurs fois sous prétexte de saluer ses libérateurs.
Plusieurs jours s'écoulèrent sans que l'on revît Cucumetto, sans qu'on entendît reparler de lui.